Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de participer avec nous à ce... Merci donc de participer avec nous à cette table ronde, à cette conférence, à ce colloque, donc Forum de la jeunesse et de l'entrepreneuriat Afrique-France, avec comme thématique, en ce qui nous concerne, entrepreneurs et entreprises, oser l'Afrique. Alors, quand on parle d'Afrique aujourd'hui, les temps ont bien changé. Désormais, on parle de l'Afrique qui réussit, de l'Afrique qui entreprend, de l'Afrique des opportunités, de l'Afrique qui s'élève, de l'Afrique qui est partenaire. Bref, d'une Afrique qui est devenue un acteur important sur la scène économique et de l'entreprise internationale. Je ne parle pas de la partie politique, puisque cela suit d'autres logiques. L'Afrique aujourd'hui, c'est l'histoire de personnes. C'est aussi l'histoire de collectivités qui ont décidé de se prendre en charge pour faire face à l'adversité, pour changer le destin de leur famille, le destin de leur pays, le destin des entreprises, pour finalement bouleverser leur destin. Et je crois que c'est ça qui est véritablement nouveau aujourd'hui, c'est que les Africains ont décidé de bouleverser leur destin, quoi que ça en coûte. Et ça, je crois que c'est quelque chose de tout à fait positif, quelques 50 ans après les indépendances. Je dois dire à ce niveau que pour aborder, je dirais, cette thématique, tout le monde met la main à la pâte. L'Afrique n'est pas un continent isolé, même si dans un premier temps, on peut dire que le continent africain a été branché, je dirais, sur l'international par les autres. Ce qui a changé aujourd'hui, me semble-t-il, c'est que c'est l'Afrique qui se branche elle-même sur le circuit international par les prises qui l'intéressent, c'est-à-dire par ce qui va lui permettre de pouvoir être un acteur majeur, en tout cas un acteur qui compte sur la scène internationale. Pour partager avec nous la réflexion autour de cette thématique entrepreneurs et entreprises oser l'Afrique, nous avons avec nous à droite Didier Akwete, qui est le président directeur général d'Afrique Search dans le domaine des ressources humaines. Monsieur Patrick Fonyadosa, qui est le président du comité Afrique de MEDEF International, sur ma gauche. Nous avons monsieur Wangsi Goma, qui est PDG d'Africab, donc une société dans le domaine du transport urbain. Sophie Sursock, qui est la fondatrice d'Accéléro Capital, donc une société qui accompagne, je dirais, les entreprises dans le domaine du management et de l'investissement. Voilà. Jérémy Ashdenberg, qui est co-auteur d'un livre sorti récemment qui s'appelle Entreprenante Afrique et qui est le Chief Investment Officer à Investisseurs et Partenaires, donc un fonds d'investissement d'impact dans le domaine donc, de l'entreprise. Et enfin, sur ma gauche, M. Mtunzi Mudawaba, président de Zoro IBC et vice-président de l'OIE. Et M. Mudawaba vient d'Afrique du Sud. Donc je pense qu'il va pouvoir nous donner des éléments liés à l'environnement sud-africain qui est tout à fait particulier de par l'histoire même de ce pays. Sans plus tarder, nous allons donc commencer nos échanges et je vais commencer par Sophie Sursock, qui est fondatrice d'Accéléro Capital. Et je vais lui demander, Sophie, aujourd'hui, quand vous vous tournez vers l'Afrique, quand vous avez commencé, qu'est-ce qui vous a conduit à oser l'Afrique? D'accord, merci beaucoup de nous recevoir. Qu'est-ce qui m'a conduit à oser l'Afrique? Très sincèrement, c'était à la base par opportunité. Maintenant, à la question entrepreneur et entreprise oser l'Afrique, évidemment que la réponse est oui, sinon je ne serais pas là aujourd'hui. D'abord,
ça fait 10 ans que je fais des investissements et que je travaille notamment en Afrique. En tant que Française, ça ne vient pas sans certains challenges qui sont évidents et qui ont plusieurs fois été abordés depuis cet après-midi. Gros problème d'infrastructure, gros problème de financement. Quand on parle de financement, je pense qu'il faut quand même un petit peu nuancer ce qui a déjà été dit, parce qu'on voit beaucoup de financement autour justement des problématiques d'infrastructure et de gros projets et de sociétés qui peuvent apporter des garanties. Il y a aussi de plus en plus de fondations, etc., et de toutes les agences intergouvernementales qui aujourd'hui financent les micro-projets, les micro-entreprises. J'ai travaillé, par exemple, la Banque mondiale a été évoquée, j'ai travaillé, par exemple, avec la Banque mondiale sur des projets de Women for Resilience qui, justement, financent l'entrepreneuriat au féminin dans certains pays d'Afrique. Mais en revanche, il y a toute une catégorie au milieu qui sont les PME qui, elles, sont très, très mal servies et qui, évidemment, sont un frein à l'entrepreneuriat. Il y a ensuite, évidemment, des challenges technologiques, mais je vais y revenir, parce que je pense que de là part une énorme opportunité qui va nous pousser à oser l'Afrique. Et ce qui est important de voir en ce qui concerne l'entrepreneuriat, ce que j'ai vraiment pu voir au cours des 10 dernières années, c'est le changement de mentalité, en revanche. Pour vous donner une anecdote, il y a une dizaine d'années, quand j'ai commencé à travailler dans ces régions-là, les personnes avec qui je travaillais, les entrepreneurs avec qui je travaillais, qui sortaient de l'université et qui voulaient devenir entrepreneurs, dans leur pays, on leur disait « mais je ne comprends pas, Pepsi t'a pas embauché » ou « P&G t'a pas embauché, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu veux être un entrepreneur ?» Et aujourd'hui, ces mêmes personnes qui ont typiquement bâti des Internet Service Providers, etc., sont vraiment considérées comme des stars dans leur pays et travaillent avec le gouvernement, etc., pour mettre en place des politiques. Donc ça, je pense que c'est très important de voir ce changement de mentalité. Et autour de ce changement de mentalité, énormément d'opportunités sont en train de se mettre en place, notamment autour de ce que moi j'appellerais le saut technologique. Donc je pense que l'Afrique a à moitié, pour être politiquement correct, réussi sa révolution industrielle. En revanche, elle a une énorme opportunité de réussir sa révolution technologique. On l'a vu dans le domaine des télécoms où très clairement on est passé d'un pays d'une région où il n'y avait pas de téléphonie à une région où il y avait le mobile et très très peu de pénétration en fixe. Et je pense que ce même saut technologique est possible dans tous les secteurs qu'on a déjà évoqués, notamment tout ce qui est autour de l'agribusiness, tout ce qui est autour des nouvelles technologies, des informations de nouvelles technologies, etc. Et c'est déjà ce qu'on peut voir typiquement autour de ce que nous, on appelle la fun technology. Aujourd'hui, à peu près 90% de la population n'a pas accès à un compte bancaire. Et autour de ça se développent des applications, des mobile wallets, etc., qui deviennent des leaders régionaux et même parfois des leaders mondiaux dans ces domaines. On peut par exemple prendre l'exemple de M-Pesa au Kenya, qui est aujourd'hui leader mondial en ce qui concerne le mobile banking. Donc l'opportunité, oui, elle va se faire autour du développement du saut technologique. Elle va se faire autour, et ça a été évoqué également, de tout ce qui est production locale. Je pense qu'il y a une énorme opportunité, notamment autour des énergies renouvelables, de produire local et de décentraliser, là où nous, on a eu plus tendance à centraliser la production énergétique. Et elle va se faire autour de, comme je l'ai évoqué, et j'ai vraiment vu beaucoup de success stories autour de ça, de la création de leaders régionaux dans certains cas, voire, si on est un petit peu ambitieux, mondiaux dans d'autres cas. Donc à la question oser l'Afrique, je réponds bien évidemment oui. Alors votre réponse est très intéressante parce qu'elle montre qu'au-delà de constats, vous avez été face à des questions, vous avez été face à des réponses et vous avez vu combien c'est à la fois compliqué et en même temps simple, puisque l'Afrique a des particularités, bien sûr, sur le plan culturel, sur le plan de son environnement économique, mais l'Afrique reste un continent bien en phase avec le monde.
je pense que c'est compliqué parce qu'effectivement, il y a énormément d'obstacles et il ne faut surtout pas les sous-estimer. Je pense que c'est simple parce qu'aujourd'hui, la révolution, notamment entrepreneuriale, elle débute en Afrique. Et donc, il y a une énorme opportunité de faire partie de cet écosystème, de travailler avec les agences de développement, avec les gouvernements, avec les entrepreneurs, avec les incubateurs, pour dessiner les règles de cet écosystème et de cet entrepreneuriat africain. Donc, de ce point de vue-là, c'est simple, oui. Merci Sophie Sousok. Alors, je vais me tourner vers Patrice Foyadosa, qui est président du comité Afrique du MEDEF International. Alors, si je me tourne vers vous, c'est parce que notre thématique, c'est Oser l'Afrique. Et naturellement, on ne va pas demander aux Africains, est-ce qu'ils osent l'Afrique? Ils sont déjà Africains, ils en viennent. On va donc commencer par ceux qui ne sont pas africains de prime abord, je dis bien de prime abord. Et le fait que le MEDEF international se tourne aujourd'hui vers l'Afrique, je ne dis pas que c'est une nouveauté, mais en tout cas, il y a une accélération vers le continent africain. Quel a été le déclic de cette démarche, de ce punch, je dirais, vers le continent? Merci Malik de poser cette question. D'abord, effectivement, il n'y a pas un avant, un après, parce que ce serait une insulte à mes prédécesseurs, à ceux qui ont animé le comité Afrique et l'appétit qu'ont eu de très grands groupes français, en général d'ailleurs plutôt de grands groupes que des PME ou bien des entreprises de taille intermédiaire françaises, d'aller effectivement travailler sur le continent africain. Alors juste deux choses que je voudrais dire d'abord. Rappeler, mon voisin disait ça très bien tout à l'heure, il distinguait ici l'entreprise, c'est la vie. Et je voulais le rappeler en introduction parce que je trouve que c'est une excellente accroche. Je voulais aussi vous faire part de mon grand étonnement et en même temps, j'allais dire vraiment de ma joie profonde de voir le nombre de personnes aujourd'hui qui ont répondu à l'invitation du MEDEF et de Pierre Gattaz. C'est exceptionnel. Je pense que vous le savez peut-être, mais je vous le dis. Moi qui travaille un petit peu pour le MEDEF depuis quelques années, je n'ai jamais vu un tel envahissement constructif et positif, bien évidemment, des locaux du MEDEF. Et j'espère que ça pourra se renouveler. Mais là, vraiment, bravo pour les organisateurs et pour la thématique qui a été retenue. Je vais revenir maintenant sur ce que vous dites. Non, vraiment, je le dis en toute sincérité. Alors, le comité Afrique, quelle est un petit peu la différence ou, je dirais, cette dynamique un peu nouvelle qu'on essaie de donner? C'est celle d'embarquer des entreprises de taille moyenne ou même des petites entreprises, des start-up, qui souhaitent se développer sur le continent africain. Et c'est vrai que si vous êtes en Zambie, vous n'êtes pas au Niger. Si vous êtes en Côte d'Ivoire, vous n'êtes pas en Afrique du Sud. Et donc, vous avez une multiplicité aujourd'hui de marchés et de vitesse de développement de marchés devant nous sur ce continent qui fait qu'on a toujours tendance à dire l'Afrique au lieu de dire les différentes Afriques. Je dirais que les quelques, feuilles de route que nous nous sommes données au niveau du bureau du comité, ça a été de redonner un sens à l'embarquement des grands groupes avec les PME. Nous les embarquons parce que je suis aussi, comme vous le savez sans doute, président des activités du groupe Veolia pour l'Afrique et le Moyen-Orient. Et donc, à ce titre, il m'arrive bien évidemment d'embarquer un certain nombre d'entreprises dans nos aventures africaines. D'autres le font depuis longtemps, soit sous la forme d'incubation, soit sous la forme directement de sollicitation pour des compléments de métier que des grands groupes ne veulent pas faire. Donc il n'y a pas uniquement la CFAO, Bolloré, Veolia, Suez et d'autres aujourd'hui en Afrique. Il y a aujourd'hui des centaines et des centaines d'entreprises françaises. Je dirais même que nous en avons fait un décompte il n'y a pas très longtemps. On a 1600 entreprises françaises aujourd'hui. Ça fait du monde quand même, qui travaillent aujourd'hui sur l'ensemble du continent. Si je peux me permettre, sans abuser de votre temps, de vous dire aussi, le comité Afrique, c'est quoi? C'est effectivement des gens qui sont là pour organiser cette relation entre les pays africains, les institutions, les collectivités locales, les bailleurs de fonds et le tissu économique français. Je ne dis pas parisien, hein, français. Parce qu'on a effectivement des actions aujourd'hui en province pour pouvoir susciter cette nouvel appétit pour ce continent. Nous avons donc évidemment cette fonction. Nous avons aussi une fonction qui est importante, qui est celle de pouvoir essayer de résoudre, parce que je pense que ça ne peut pas se faire uniquement par un tête-à-tête avec les différentes personnalités qu'on a en face de nous, clients, résoudre les difficultés que les entreprises françaises peuvent avoir. Il y a, et moi je fais partie de cette école qui n'est pas du tout afro-optimiste, je l'ai déjà dit dans d'autres cercles, je suis afro, je dirais, réaliste, et on a effectivement un certain nombre de pays qui considèrent que l'entreprise peut être parfois, disons, le vecteur d'ajustement fiscal ou budgétaire dont on a besoin en fin d'année ou en début d'année prochain pour préparer son budget. Et donc, il faut expliquer à nos interlocuteurs qu'une entreprise, c'est un tissu vivant et qu'elle est là effectivement pour pouvoir
contribuer à la richesse d'un pays. Voilà. Et troisième point, pour terminer, importance essentielle de travailler en partenariat. C'est quelque chose qui a été un peu négligé autrefois. Là encore, peut-être un peu sous une expérience qui est celle que vous avez décrite, qui était une expérience vraie top-down, en tout cas considérée comme ça géographiquement. La réalité, c'est que vous ne pouvez pas faire de travaux d'entrepreneuriat et de durée réelle, de pérennité dans un pays africain, sans avoir de vrais partenaires locaux. Et là, on aide au niveau du MEDEF à choisir les bons et en tout cas essayer d'indiquer aux entreprises françaises d'éviter parfois certains mauvais. Merci beaucoup, Patrice Fournier, de ça. Alors là, je vais me tourner vers Didier Akwete. Didier Akwete qui, il y a 20 ans, a pris son bâton de pèlerin pour aller voir les entreprises au moment où on était en plein afro-pessimisme et leur dire l'Afrique existe, l'Afrique a des ressources humaines, vous avez intérêt à travailler avec. Alors expliquez-nous un peu comment tout ça s'est passé, comment vous avez été reçus, quelles ont été les réactions, etc. Merci Malik, merci au MEDEF de nous réunir autour de cette table ronde. Alors, Afrique Search, ce n'est pas tellement pour parler d'Afrique Search, mais plutôt d'une trajectoire. Si vous voulez, il y a 20 ans, lorsque nous lancions Afrique Search, la question qui revenait, vous êtes sûr qu'il y a des compétences africaines? Vous êtes sûr qu'il y a des talents africains? Comment allez-vous les trouver? Et la réponse est, donc vous dites en gros que moi je n'en suis pas un, quoi, dit mes copains, puisque nous existons factuellement. Donc nous sommes passés d'une époque où l'Afrique n'existait pas aux yeux du monde, les Africains n'existaient pas aux yeux du monde, à une période où subitement on redécouvre l'Afrique comme si c'était un nouveau continent avec du potentiel, des ressources humaines, etc. Donc en termes de trajectoire, on est passé d'une Afrique qui n'existait pas, d'une Afrique des talents qu'on ignorait, à une Afrique qu'on reconnaît aujourd'hui comme d'abord un vrai berceau de développement de l'humanité et de l'histoire économique, et puis surtout que les talents africains aujourd'hui ont fait vivre l'Afrique pendant des siècles. Et aujourd'hui, quand on dit entrepreneur, entreprise, oser l'Afrique, c'est comme si c'était un continent qui émergeait de nulle part. Donc l'histoire d'Afrique Search est un peu l'histoire de l'Afrique et des entrepreneurs que nous avons ignorés pendant longtemps, puisque les Mossadegh Bali, les Fabrice à Oignon, les Cipra, les IHEM, qui sont des entreprises qui existent depuis 20, 30, 40 ans, ont traversé les années, malgré les difficultés de l'Afrique, les bons moments, les mauvais moments, mais ces ressources humaines et ces entrepreneurs ont toujours existé. Peut-être aujourd'hui la question qu'on doit se poser, parce qu'on dit que nous sommes la terre du renouveau, comment on passe de l'Afrique telle qu'elle était perçue à l'Afrique telle qu'elle doit être? Et l'Afrique telle qu'elle doit être, c'est d'abord un continent qui peut aller à la conquête du monde, d'abord parce qu'on ne peut pas avoir autant de ressources humaines d'ici 2060, 50% de la main-d'œuvre mondiale viendra de l'Afrique. D'ici 2100, plus des 2 tiers de la jeunesse mondiale sera aussi africaine. Donc il y a un certain nombre d'éléments qui, honnêtement, peuvent nous mettre à l'aise et nous rendre confortables sur le fait qu'effectivement, ce continent qui a toujours existé, qui aujourd'hui peut aller à la conquête du monde, peut le faire à travers son capital humain et ses entreprises. Sur la question du capital humain, et nous on l'a vu en 20 ans, on n'a jamais vu autant d'Africains bien formés dans tous les domaines, quels qu'ils soient, et on peut vous trouver un géophysicien, un chimiste, un ingénieur pont et chaussée, un pilote, un homme de marketing, bref, les compétences africaines se sont vraiment développées dans tous les domaines. Les entrepreneurs, et ça aussi je crois que certains l'ont rappelé depuis tout à l'heure, en commençant par la femme africaine qui est un entrepreneur né, c'est-à-dire que 70-80% de l'économie africaine, c'est d'abord la femme africaine, qui génère autant de richesses, mais dont le talent n'est pas toujours reconnu. Bon, bah là, on a une femme, heureusement, sur le panel, mais dont le talent n'est pas toujours, entre guillemets, reconnu de manière publique, mais une terre d'entrepreneurs d'abord de femmes, une terre d'entrepreneurs de jeunes, malgré tous les obstacles, et puis surtout, ça va être une terre d'entrepreneurs pour les champions. Et c'est peut-être avec ça que je terminerai mon propos. L'or de l'Afrique, du capital humain africain, c'est aussi l'or des champions africains. Je crois que c'est ça tout l'enjeu.
Comment est-ce que la bonne femme africaine qui fait griller du maïs au bord de la route depuis 20 ans peut devenir créer une chaîne de franchise de maïs grillé en Afrique, ça me paraît intéressant. Comment celui qui distribuait des recharges à un feu peut devenir un grossiste à l'échelle de l'Afrique et devenir un opérateur de téléphonie mobile en Afrique? Comment celui qui a créé une école dans un quartier il y a 20 ans et personne n'y croyait, comme l'ISM ou l'IHM il y a 30 ans, peut devenir une référence africaine et mondiale dans le secteur éducatif? Donc notre enjeu aujourd'hui, c'est de passer d'une Afrique qui a existé depuis toujours à une Afrique qui est conquérante avec ses entrepreneurs et ses capitals humains, avec certainement un État qui joue mieux son rôle, parce que l'État, malheureusement, a toujours perçu l'entreprise comme un ennemi, en tout cas dans les espaces francophones. Et aujourd'hui, comment on arrive à rendre complémentaire ce fameux partenariat entre l'État et le secteur privé pour que les champions africains, non seulement aillent à la conquête de l'Afrique, mais c'est la conquête du monde. Parce que ça aussi, je crois qu'il faut qu'on arrête de penser que l'Afrique se fera sans les Africains. On parle des Chinois, on parle des Indiens, on parle des Brésiliens, on parle des Européens, on parle des Français. Ça se fera avec les Africains d'abord. Et donc les champions africains à la conquête de l'Afrique et du monde, pour moi, il faut que ce soit une réalité qui soit admise par tout le monde et que les partenaires acceptent de composer avec les entrepreneurs africains et le capital humain africain. Merci. Alors, Didier Akoueté, votre propos est d'autant plus intéressant que vous incluez dans votre démarche les populations africaines, où qu'elles soient, donc qu'elles soient de la diaspora ou qu'elles soient sur place. Et Vanksi Ngoma est, de mon point de vue, l'exemple type, je dirais l'illustration d'un Africain qui a grandi à l'extérieur, qui est allé sur le continent, qui a observé un marché, celui du transport urbain, et qui a décidé de se jeter. Alors, ce qui nous intéresserait, ce serait de savoir comment est-ce que tout le chemin s'est fait dans votre esprit de pouvoir aller vous lancer et donc finalement oser l'Afrique, puisque c'est notre thématique. Alors, bonjour à tous. Alors moi, je vais apporter mon témoignage de jeune entrepreneur africain et surtout de panafricain convaincu. Pourquoi pas panafricain convaincu? Parce que moi, je viens du Congo-Brazzaville et j'ai entrepris dans un pays qui n'était pas le mien, la Côte d'Ivoire. Alors, rien ne me destinait à l'entrepreneuriat. J'ai commencé à travailler dans une entreprise de BTP en tant que directeur commercial. Et puis de là, j'ai rencontré un patron qui m'a justement donné le goût et l'amour de l'entrepreneuriat. De là, je me suis mis à avoir des idées, pas mal d'idées. Mon idée, elle est simple. Elle part d'un constat. Aujourd'hui, le secteur du transport est à majorité informel. Je faisais souvent des allers-retours en Côte d'Ivoire, pays que je ne connaissais pas, et je devais me transporter en Côte d'Ivoire. Alors comment je faisais? Il y avait le taxi ou il y avait la voiture de location. Le service de taxi en Côte d'Ivoire était un service pour lequel que je trouvais pas assez confortable et pas assez sécurisant. La location de voiture, c'est quelque chose de pénible, il faut beaucoup d'argent, il faut un chauffeur, et vous n'êtes pas sûr de l'avoir 24 heures sur 24. Donc, fort de ce constat, je me dis, il y a une belle opportunité à saisir. Donc, sur cette opportunité, je crée Africab. Africab est une société de VTC aujourd'hui basée en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Africab, en 11 mois d'exploitation, c'est 150 emplois créés. 100 emplois créés et formés, parce que c'est très important. Nous avons pris le temps de former chacun de nos collaborateurs et les chauffeurs. 40 300 clients en 11 mois, 150 entreprises qui ont souscrit à nos services et plus de 90 000 courses réalisées. Alors, fort de ce constat, qu'est-ce qu'on se dit? Aujourd'hui, on a un petit bijou entre les mains, on a réussi à créer une marque. On a osé. Malgré toutes les réticences qu'il y avait pu avoir au début, parce que c'est un secteur pour lequel les instituts financiers ne trouvent pas trop d'attractivité, mais on leur a prouvé que c'était possible de le réaliser.
Une fois que c'est possible de le réaliser, on va essayer de le dupliquer, le modèle, et de créer tout un écosystème autour de sa marque, autour de son produit. Et nous, c'est ce qu'on a réalisé. Dans notre écosystème, qu'est-ce qu'on a? On a des usagers, les usagers d'Abidjan qui aujourd'hui sont très contents d'avoir un service de qualité de transport. On a tous nos collaborateurs et chauffeurs qui aujourd'hui ont un emploi qualifié, qui même si aujourd'hui devaient partir pour X raisons d'Africa, seraient capables de retrouver un emploi de chauffeur. Et on a aujourd'hui des populations qui ont de l'argent et qui sont prêts à investir. Et nous, on a lancé un produit pour justement permettre à ces gens qui ont de l'argent et nous permettre tout simplement de nous développer et mettre plus de véhicules à disposition de notre clientèle. Alors on est parti d'un constat, c'est le constat du secteur informel. Aujourd'hui, pour comment le secteur informel se développe, il y a des propriétaires de taxis et il y a des chauffeurs. Les propriétaires de taxis louent leur voiture aux chauffeurs et leur disent tous les mois vous nous donnez une rente. Nous, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? On a ces chauffeurs formés et on a le client. On va faire appel à l'épargne des particuliers. Avec cette épargne, on va pouvoir investir dans des véhicules neufs et ces véhicules neufs vont pouvoir répondre à une demande. Et en échange de ces véhicules dans le marché, le particulier reçoit une rente. Donc avec ça, on crée tout un écosystème qui est du gagnant-gagnant. Gagnant-gagnant. Et qui permet en fait d'inclure dans le développement d'Africab toutes les personnes qui aujourd'hui souhaitent pouvoir permettre à cette entreprise, jeune entreprise, de se développer. Merci de votre témoignage, Vancy Goma. Et là, je vais me tourner vers Jérémy Ashdenberg. Alors, pourquoi Jérémy Ashdenberg à ce moment? Parce que son expérience, votre expérience d'accompagnement de chefs d'entreprise au départ des projets, dans le développement, je dirais dans la sortie aussi de votre structure de ces projets, montre que, en tout cas, peut illustrer une connaissance assez précise, je dirais, de la réalité qu'il y a dans la petite ou très petite entreprise africaine. Est-ce que vous pouvez, pour l'ensemble des personnes qui nous suivent, nous expliquer pourquoi c'est intéressant, pourquoi ça peut être compliqué, mais aussi pourquoi aujourd'hui, ceux qui sont là et qui pourraient éventuellement être intéressés à avoir des partenaires en Afrique doivent oser y aller? Bonjour. Oui, le groupe avec lequel je travaille s'appelle Investisseurs et Partenaires. Et notre mission, en gros, est d'accompagner des gens comme vous, Vancy. Peut-être que vous, personnellement, n'en aviez pas besoin, mais d'accompagner des entrepreneurs africains qui développent des PME, que ce soit des startups ou des entreprises existantes, des gens qui ont un savoir-faire commercial, comme vous l'aviez, un certain savoir-faire technique, et à qui souvent il manque deux choses, des capitaux de long terme et un accompagnement stratégique. Des capitaux de long terme parce qu'il faut avoir suffisamment d'argent pour s'équiper et pour tenir longtemps d'une montée en puissance, et un accompagnement stratégique parce que c'est une démarche qui est encore relativement neuve en Afrique subsaharienne que de structurer des PME formelles. C'est un mouvement qui prend son essor, et vous êtes loin d'être seul. C'est un mouvement qui était encore tout à fait naissant il y a une vingtaine d'années. Pour rebondir sur ce que vous disiez, Didier, il y a 20 ans, lorsque vous disiez des talents en Afrique, vraiment, il y en a-t-il? Eh bien, il y a 15 ans, quand notre fondateur a démarré Investisseurs et Partenaires, on lui disait investir dans des PME en fonds propres en Afrique subsaharienne. Vraiment, vous croyez qu'elles vont réussir et que vous allez récupérer votre mise? Donc, il fallait démontrer ce concept, et c'est ce que nous avons fait en investissant en une quinzaine d'années dans 70 PME d'Afrique subsaharienne, principalement francophone, mais également au Ghana, de toutes industries. Et donc notre métier est d'accompagner des gens comme Vancy en devenant actionnaire minoritaire, en apportant un accompagnement pour une durée de 5 ans en moyenne, et en essayant de les aider à structurer cette croissance que nous venons financer. Ce faisant, on rencontre constamment des gens qui sont des héros du quotidien. Vous êtes passé rapidement et votre propre parcours a finalement été celui d'une réussite rapide, mais nous parlons d'un continent où entreprendre reste une chose très compliquée. Elle est compliquée ici, elle est compliquée là-bas, pour des raisons qui ne sont pas tout à fait les mêmes,
mais qui ont déjà été largement évoquées aujourd'hui, qui vont des infrastructures à la difficulté du doing business et tout simplement la petitesse de la clientèle solvable, qui demande beaucoup d'imagination dans le design des couples produits, canal de distribution. D'un autre côté, des opportunités extraordinaires qui font que certaines entreprises réussissent à devenir leaders en quelques années, ce qui ici relève de l'exploit total dans des marchés assez saturés comme les nôtres. Et là-bas est finalement quelque chose que nous observons dans beaucoup d'industries, car beaucoup de places sont à prendre. Beaucoup de choses sont en train d'être inventées. Alors ce mouvement extraordinaire fait de héros du quotidien est fait de héros absolument inconnus du grand public. Ici, on s'adresse à un public averti, je suppose, mais aux yeux de ceux qui suivent l'Afrique de loin, on voit soit la misère, soit les grands chefs d'État, de temps en temps les grands hommes d'affaires, régulièrement les taux de croissance, mais des gens qui simplement dirigent une équipe de quelques dizaines de personnes et la font grandir, on ne les voit pas. Or, ce sont eux qui la font, cette croissance. C'est ce qui nous a donné envie avec Jean-Michel Severino, qui est les dirigeants d'Investisseurs et Partenaires, et moi-même, à force de côtoyer des entrepreneurs comme vous, des gens qui se mettent à leur service comme vous, des gens qui les financent comme vous-même, et des industriels français et ceux qui les regroupent, qui contribuent à ce mouvement et cherchent à s'y accrocher, ce qui nous a donné envie d'écrire ce livre, Entreprenante Afrique, qui rend hommage à ces entrepreneurs qui transforment l'Afrique en même temps que la transformation africaine leur donne naissance. Voilà, Malik. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup, Jérémy Ashdenberg. Mutunzi Mudawaba. Alors, votre profil est intéressant parce que vous venez d'un pays qui a eu une histoire assez particulière, je dirais, avec l'entreprise. Puisque, au moment de la chute de l'apartheid, on a mis en place une politique de Black Empowerment, c'est-à-dire pour permettre à des entrepreneurs africains de pouvoir créer leur entreprise et les développer. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui pour encourager ceux qui s'intéressent à votre pays de venir investir, de venir travailler en partenariat avec des Sud-Africains? Qu'est-ce qui a changé depuis la fin de l'apartheid? Bonjour. Merci, monsieur le modérateur. La première chose, c'est de remercier le MEDEF pour avoir organisé donc ce forum de jeunes Africains à Paris. Je pense que c'est un geste formidable. Je voudrais également m'excuser pour un collègue à moi qui devrait être ici, Jacqueline Moglo, qui est donc le secrétaire général de Business for Africa. Je vais donc essayer de répondre à vos questions. Je suis limitée à l'Afrique du Sud, mais j'ai plusieurs casquettes aujourd'hui. Pour l'Organisation internationale des employeurs, dont je suis le vice-président à Genève, je suis également là comme porte-parole de l'Afrique du Sud, mais également des jeunes entrepreneurs. Tout d'abord, en fait, je pense que l'un de mes collègues l'a mentionné, j'allais dire, l'une des opportunités ratées pour moi, c'est que, en fait, il y a 18 personnes qui ont dit sur le panel, il y a 18 personnes sur le panel et il n'y a pas de femmes. Et ça, c'est vraiment une opportunité ratée en termes d'entrepreneuriat. En Afrique du Sud, une partie donc de cette législation pour la délégation de pouvoir aux Sud-Africains prend en compte les femmes, à savoir aussi les groupes qui étaient précédemment marginalisés. Et les femmes de l'Afrique noire, eh bien, sont vraiment au niveau le plus bas de l'échelle de l'oppression dans notre pays. Donc, si vous avez d'abord donc les mâles blancs, ensuite les mâles de couleur, ensuite en fait les femmes sont vraiment au dernier échelon. J'encourage donc ces associations qui regroupent les femmes et j'en fais partie d'une dont je suis le seul homme. Donc lorsqu'on parle d'entrepreneuriat,
eh bien, les femmes sont vraiment des grandes innovatrices dans ce domaine. Je pense que c'est la deuxième fois que je viens ici en 3 ans et je trouve que presque il faut convaincre le monde de notre esprit d'entrepreneuriat. J'espère que j'ai tort parce qu'à chaque fois on parle de ce à quoi ressemble l'entrepreneuriat en Afrique. Il y a un jeune homme ici qui disait que c'est pareil que partout dans le monde. L'une des choses qui s'est produite lorsque l'apartheid s'est terminé, en fait, moi, j'ai vu des sociétés donc, de classe mondiale, Cisco, des sociétés qui se spécialisaient donc, dans le cloud computing. Je suis désolée, il y a un petit problème technique. Donc, nous avons essayé de saisir les opportunités qui se présentaient à l'époque et les portes s'ouvraient. Il ne s'agissait plus donc du paradis blanc, mais vraiment d'un pays où tout le monde pouvait saisir des opportunités. Lorsqu'on parle donc du continent dans son ensemble et qu'on essaie de voir ce que les Africains ont pu réaliser, je pense qu'il est très bien que nombre de pays africains en fait deviennent les principaux investisseurs en Afrique. Il s'agit d'entrepreneurs excellents et tout aussi bons que d'autres entrepreneurs. Nous avons un géant qui s'appelle MTM au Nigeria qui vient donc de l'Afrique du Sud. Vous saurez également que le Kenya est le pays qui se développe le plus vite sur le continent africain et c'est le pays qui se développe le plus vite, le troisième pays qui se développe le plus vite dans le monde. Si l'on regarde donc l'île Maurice, qui fait partie de l'Afrique, comme vous le savez, eh bien il s'agit donc, elle fait partie des 10 économies les plus libres au monde. Donc, ce que je veux dire aujourd'hui, c'est qu'il s'agit d'une question de confiance. Ce que nous avons besoin de faire, eh bien, on parle, on échange et on reçoit des cartes, on ne se rappelle plus à qui elles appartiennent, on envoie des emails aux personnes et on dit oui, je veux en fait faire du business avec vous. Eh bien, moi, j'en ai bénéficié. J'ai pu contacter des gens qui m'avaient donné leurs cartes, que j'ai contactées et pour lesquelles je n'ai pas eu de réponse. Donc, moi, je veux demander aujourd'hui que on est ici, en fait, on échange des cartes de visite. Eh bien, réalisons ce que nous voulons faire, répondons aux coups de fil, répondons aux emails, en quelque sorte. Merci beaucoup, Monsieur Mudawara. Vous avez dit quelque chose de très important autour de la confiance. On ne peut pas faire d'échange, on ne peut pas faire de partenariat s'il n'y a pas de confiance. Donc je vais demander par exemple à Didier Akwete ou à Sophie Sursock, qu'est-ce qui vous paraît aujourd'hui important pour pouvoir construire cette confiance qui peut faire que Oser l'Afrique soit un geste salvateur. Didier Akwete. Alors, je n'aurai peut-être pas une réponse universelle, mais si vous voulez, de tout temps, les Africains ont travaillé en confiance, sans contrat écrit. Hein. Donc c'est la règle du contrat écrit est venue avec la modernité, mais la mobilité, les affaires, les Africains ont toujours fait des affaires sans signer de papier et ça a fonctionné. Peut-être avec la modernité, l'arrivée du blanc, comme on dit, bon, il fallait que quand je vais chez Mossadegh, que je suis obligé de laisser ma carte bancaire avant de prendre une chambre. Sinon, avant, il disait, Didier, installe-toi et tu vas payer quand tu partiras. Donc, la confiance existe. Il me semble que c'est lorsque, en Afrique, on a le sentiment que le partenaire arrive avec soit une arrière-pensée, un préjugé, que le partenariat se passe souvent mal.
Sinon, aujourd'hui, les entrepreneurs africains qui ont toute la modernité des instruments de gestion, qui ont étudié aussi, etc., connaissent bien les règles, mais la confiance est vraiment la base. Et en fait, dans toutes les affaires, la confiance est la base. En particulier, il me semble que l'Africain, lorsqu'il a l'impression que on rentre dans trop de détails, et l'exemple est très simple. Vous allez en Afrique, enfin même nous, je vais voir un client ou un prospect, je vais le voir au bureau, et ben on ne va jamais signer un contrat. Mais le soir, quand on va se voir autour d'un bon repas, autour d'un bon verre, le contrat, le lendemain, est même signé avant que mes équipes ne réagissent, quoi. Donc, je crois qu'il est important que les règles de convivialité, les règles sociales qui permettent d'instaurer ce que j'appelle la relation humaine, quoi. C'est peut-être aussi parce que je suis dans ce domaine. Et la relation humaine, pour moi, est la base du contrat et de la confiance pour réussir des affaires en Afrique. Parce que j'ai vu plein de contrats signés en Afrique. Et souvent, l'Africain signe, dit oui. Dès que vous êtes parti, ça devient un non. Donc, la confiance me paraît être la base. Alors, c'est intéressant parce que cela ramène, de mon point de vue, un élément très important dans la connaissance, je dirais, de l'autre. Donc, naturellement, la connaissance de l'histoire. On en parle, les hommes politiques en parlent actuellement. Donc, l'importance de connaître aussi les autres environnements et notamment l'environnement africain. Donc, je vous donne la parole, Sophie Sursock, et après, je passe à Patrice Fournier-Audessin. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Je voulais juste rajouter à ça peut-être ma propre expérience en tant qu'étrangère. Parce que c'est vrai que moi, quand j'ai commencé à travailler dans cette région du monde, j'arrivais, j'étais gentille, j'envoyais les emails qu'il fallait, etc. Et j'avais pas de réponse. Et tout le monde disait, c'est l'assistante qui vient de Paris. Enfin, personne ne comprenait rien. Et le jour où j'ai compris qu'il fallait utiliser, à l'époque, c'était MSN, maintenant c'est Skype, ou WhatsApp, et parler de la pluie et du beau temps, et raconter ma vie, et au milieu de tout ça, parler de boulot, et bien là, ma vie a complètement changé, mais vraiment. Et donc, oui, je suis complètement d'accord avec l'idée d'instaurer une relation humaine. Patrice Fournier-Audessin. Deux petites choses. La première, je voudrais que mon voisin soit rassuré sur la question pardon, je vais revenir un petit peu sur quelque chose de très terre à terre, du suivi des actions des entreprises françaises, du MEDEF et de la relation qu'on établit avec nos amis africains. C'était un vrai défaut, je le mets à l'imparfait, pour 2016. C'était un défaut que nous avons constaté parce que vous n'êtes pas le premier à nous l'avoir dit. Et aujourd'hui, alors on n'est pas très nombreux au MEDEF international et encore moins évidemment au MEDEF Afrique. Il n'empêche qu'aujourd'hui, c'est l'une des toutes premières priorités de l'équipe qui est à mes côtés, qui est effectivement d'être capable aujourd'hui de tracer et de répondre en permanence aux missions nombreuses et aux sollicitations que nous avons. Donc la notion de traçabilité de réponse aujourd'hui, rendez-vous dans un an. En tout cas, sachez que c'est une des missions premières de l'équipe du MEDEF Afrique. Alors, la deuxième chose, je voulais, sans angélisme, bon, bien sûr, très important, la relation humaine. D'ailleurs, elle est essentielle parce que sans ça, je veux dire, alors, travailler avec des gens que vous n'appréciez pas, franchement, bon, quand vous avez le choix, et en général, on a quand même le choix de choisir avec qui on travaille, on essaie d'aller avec des gens avec lesquels on a un minimum d'affinité. Mais plus important, me semble-t-il, ce qui a nui sans doute à cette relation entre la France et l'Afrique, c'est la notion déséquilibrée. Aujourd'hui, arriver à restaurer effectivement un sentiment d'équilibre dans la contrepartie, ça vous permet effectivement de faire de très bonnes affaires. Quand vous êtes avec un partenaire et que ce partenaire est une partie prenante vraiment de la réussite d'un projet et participe économiquement au résultat, vous savez que la richesse que vous créez, c'est une richesse que vous partagez. Et quand vous partagez quelque chose, vous créez dans la durée. Et c'est ça qui est, à mon avis, beaucoup plus important que le simple one-shot, je vends, je m'en vais, au revoir. Merci. Alors, je pense qu'à ce niveau, il y a une chose qui est importante, puisqu'on a parlé de l'importance des relations humaines. Vanxi Goma, vous avez fait une école de commerce avant de vous lancer. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, ce serait important, dans les programmes d'école de commerce en France et en Europe, d'informer, en tout cas de former les étudiants aux environnements africains dans tous les domaines économiques, culturels, etc. Du management aussi, puisque naturellement tout ça ne se passe pas exactement de la même façon selon qu'on est en Europe ou en France, ou en Afrique, pardon. Moi, je pense même que c'est la base. C'est important que dans tous les cursus scolaires, il y ait une partie d'ouverture sur le monde et plus sur l'Afrique.
Après, moi, j'ai étudié aussi aux États-Unis, où là, il y a encore une autre approche. Le monde anglo-saxon est un peu plus curieux sur les spécificités africaines. Et c'est justement en travaillant avec des élèves que justement on a commencé à mûrir certaines idées et certaines envies de développement sur l'Afrique. Donc moi je dirais vraiment il faut encourager dans les écoles européennes l'orientation et l'ouverture sur l'Afrique. Avec des... Franchement, je demande à ceux qui sont ici dans la salle et qui ont des enfants, comme moi j'en ai 4, et qui ouvrent effectivement leur livre d'histoire ou de géographie et qui voient la vision de l'Afrique, vue de l'éducation nationale, voilà, ça laisse parfois un peu pantois. Je voulais vous le dire parce qu'effectivement, je suis bien d'accord avec monsieur et je pense qu'il y aurait beaucoup de progrès à faire en termes de véritable connaissance et d'une connaissance beaucoup plus objectivée. Oui, je pense que c'est vraiment important, il me semble en tout cas, parce que pour développer des relations humaines et développer une relation de confiance, il me semble qu'il y a un élément qui est extrêmement important, c'est le respect. Or, on ne peut pas respecter quelqu'un si on ignore totalement ses cultures ou qu'on a des préjugés sur ces cultures. Alors, dans votre, monsieur, donc Jérémy Achtenberg, dans le rapport que vous avez eu avec différents acteurs donc de l'entreprise africaine, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce point-là? Sur le plan du avec une respect déclinaison naturellement de sur la partie financière. Sur le plan du respect et de la confiance, je crois qu'on essaye tous de contribuer tout en étant conscient qu'il faut faire attention aux stéréotypes. On se fait tromper en Afrique comme on se fait tromper partout dans le monde. On fait confiance, on fait moins confiance. C'est un problème universel. Je voudrais dire sur le sujet de la confiance que et justement pour éviter les stéréotypes, qu'il y a parfois des sujets de capacité à se faire confiance entre Africains. Moi, je me permets de le dire en tant que quelqu'un qui n'est pas africain, parce que beaucoup d'entrepreneurs africains ont partagé ce problème avec moi. S'associer pour créer une société, éventuellement une société anonyme, entre hommes d'affaires qui se réunissent autour d'un projet, me semble être une chose relativement nouvelle si l'on parle de projets formalisés. C'est l'une des raisons pour lesquelles une très grande majorité des entreprises africaines que nous rencontrons, que ce soit celles avec qui nous nous associons ou pas, sont des entreprises familiales. On travaille en famille. Créer des entreprises à l'extérieur de la famille est une tendance qui grandit, mais qui me semble encore relativement nouvelle. Dans certains pays, moi, par exemple, on prend toujours un risque à certains pays, mais on voit vraiment une très grande difficulté sur ce plan. Et parfois, d'une manière qui n'était pas intuitive pour moi à mes débuts, en réalité, on est particulièrement bienvenu en tant qu'étranger, parce qu'on est celui qui n'appartient à aucun des clans locaux et avec qui on pourra partager certains secrets. Vous semblez d'accord avec moi? Je crois qu'il est tout à fait possible de ne pas être d'accord avec moi, mais c'est une opinion que j'ai souvent entendue. Je suis tout à fait d'accord, et c'est l'exemple pour moi, il est parfait. Parce que la plus grande difficulté pour moi, pour m'être exporté, ça a été de convaincre ma famille de pouvoir sortir de ma zone de confort. Pour eux, c'était inimaginable que je sorte du Congo. C'est là où on était installé. T'as pas le droit. En gros, t'as pas le droit. Et les convaincre qu'il fallait qu'ils m'aident à pouvoir investir ailleurs qu'au Congo, ça a été quelque chose. Et aujourd'hui, je suis content de leur montrer qu'ils avaient tort. Je ne voudrais surtout pas... bravo. Voilà. Mais je voudrais surtout pas combattre un stéréotype par un autre stéréotype. Nous côtoyons de très nombreuses entreprises africaines dans lesquelles s'associent des Africains pour faire affaire ensemble au-delà de leur famille. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a de tout. Maintenant, dans les rapports d'un investisseur ou d'une entreprise non africaine qui va en Afrique, eh bien, je crois que la confiance se crée. Elle se crée avant tout, selon moi, et dans notre expérience, je vous pose la question, en bossant dur, en travaillant sur les projets. Et de ce point de vue-là, la qualité de la relation humaine, la capacité de part et d'autre à injecter de la chaleur, à plaisanter, à rire même des choses compliquées parce qu'on se comprend mal, après on se comprend mieux, les accents, les trucs, n'est pas du tout contradictoire avec la technicité, avec la finesse d'analyse que chacun peut apporter, et de ce fait impressionne l'autre et lui fait sentir qu'il s'intéresse pour de vrai à ses affaires, qu'il le critique, qu'il le challenge, qu'il le met face à ses limites, qu'on va essayer de dépasser ensemble.
Et ça, nous le faisons en travaillant sur des business plans très en profondeur. Ça met souvent des mois, et puis on nous le reproche, mais à la fin on nous dit « mais vous aviez raison, on a progressé », ou bien on se fâche, bref, c'est la vie des affaires. Mais sur cette base-là, nous avons créé des relations de confiance, et nos partenaires africains les ont créées avec nous, et je crois que finalement, le nombre de cas où nous les avons déçus, ou bien où ils nous ont déçus, ont été très peu nombreux. Sur le plan de la confiance, la réussite commerciale, ça on a des échecs, c'est normal, c'est la vie des projets. Mr. Moderator, I see that we're unplugged. If you don't take the mic, you don't speak. En fait, je vois que vous n'êtes pas branché. Si vous ne prenez pas le microphone, eh bien, vous ne parlez pas. Je voudrais dire un certain nombre de choses. Tout d'abord, eh bien, la confiance, donc, c'est l'objectif et cela va dans les deux sens. Tout d'abord, la confiance doit être montrée et les Africains, donc, font facilement confiance. Et ensuite, donc, on se fait battre. On a des exemples dans le passé où on s'est fait battre parce qu'on a fait confiance trop vite. L'une des choses que je trouve très intéressante, c'est que je parle donc un petit peu le Peul, parle un peu le français, je peux dire je m'appelle Punzi, j'habite à Johannesburg, ce genre de choses. Mais pourquoi je donne cet exemple? Eh bien, c'est parce que dès que vous montrez une propensité à apprendre la langue de l'autre, c'est un signal de respect. Et alors, les gens me disent, oui, vous avez appris un peu de français, vous apprenez un peu de français. Je dis, oui, écoutez, en fait, quand même, je parle 9 langues de chez moi et je parle un petit peu d'espagnol aussi. Mais l'idée ici, c'est que si l'on veut faire des partenariats, si l'on veut s'éduquer mutuellement, il doit y avoir donc un état de préparation véritable. Donc, lorsque je parle un petit peu de quelques mots d'une autre culture, c'est juste parce que je veux montrer que j'ouvre une petite fenêtre sur la culture de l'autre. D'autre part, la formation professionnelle, qui est absolument essentielle. Vendredi, j'étais dans le groupe spécial pour l'emploi des jeunes pour le G20. Tout le monde se plaignait donc de cette formation professionnelle. En fait, je pense que ce qu'il faut faire, c'est de construire des partenariats ensemble. Je pense qu'en Afrique, on a un problème majeur. C'est que les gens veulent aller à l'université pour le statut, pour devenir un avocat, un ingénieur, etc. Mais la réalité de la vie, c'est qu'on a besoin de plombiers, d'électriciens, et de tous ces personnes, ces entrepreneurs dans ce domaine. C'est essentiel. Et je pense donc qu'il était facile de parler de formation professionnelle à partir du moment que l'on parle de l'enfant de quelqu'un d'autre. Donc, il faut qu'on trouve une solution pour être en mesure de réaliser cette formation professionnelle également, tous ensemble. Ce qui apparaît au-delà de tout ce qu'on vient de dire, c'est que l'élément culturel joue un rôle extrêmement important. Didier a expliqué tout à l'heure que dans l'environnement africain, en fait, la parole a une très grande valeur. On n'est pas dans le formalisme à l'occidental. Alors la question que je vais poser, c'est finalement comment on peut faire un chemin qui soit intermédiaire entre le non-formalisme ou la parole africaine et les formalités de sécurité juridique pour poser les choses quand même. Je vais poser la question à Didier. Malik, je ne voulais pas dire qu'on ne fait pas de papier aujourd'hui. Oui, oui. On cite des papiers aujourd'hui quand même. Absolument. L'époque de la formalité tend à disparaître quand même. Non, c'est parce que il y a une chose qui me frappe, qui m'a frappé en tout cas dans mon observation des différents environnements informels africains, c'est que l'environnement informel financier est un environnement délicat où finalement on se rend compte avec les caisses d'épargne mutuelles, d'épargne de crédit et les petites structures que des personnes qui se regroupent dans des associations viennent déposer leur argent. Bon, dans le cadre de tontine, on va utiliser l'expression, et le remboursement se fait de manière plus
plutôt de manière satisfaisante. Alors que par rapport à des structures bancaires qui demandent un maximum de garanties, ça ne se passe pas exactement de la même façon. Ça veut dire qu'il y a là un ressort certainement qui échappe peut-être à des structures qui sont hyper formalisées et qui n'arrivent pas à toucher finalement les personnes qui peuvent être des cibles potentielles, des cibles intéressantes pour le monde de l'entreprise. Donc en fait, ce que je voulais savoir, c'est qu'est-ce qu'on peut faire, de votre point de vue, avec tout ce que vous savez du continent, comment on peut faire pour trouver quelque chose qui soit intermédiaire et qui puisse satisfaire. Je vais demander à Jérémy Agenberg. Dans la mesure où tu fais référence aux tontines, je rebondirai sur ce sujet, qui est celui des tout petits financements. Et quand tu poses la question du formalisme adapté à une économie qui, il y a peu, était encore pleinement informelle, je dirais que c'est une question de degré de formalisation. Et ce degré est souvent en partie lié au montant dont on parle. Quelle que soit la région du monde, on ne formalise pas de la même manière un accord portant sur quelques euros ou sur quelques millions d'euros. Les tontines ont connu un grand succès parce que c'est un mode de financement traditionnel, proche des gens, dans les quartiers, dans les villages. Souvent des femmes se regroupent une fois par semaine, chacune à tour de rôle cotise, et une fois par semaine, l'une d'elles a la totalité de la mise, comme ça elle a accès à un moment donné à une somme d'épargne un peu plus importante. C'est l'inverse des banques, qui sont loin, dans les campagnes il n'y en a pas du tout, dans les villes, jusqu'à il y a peu, il y avait peu d'agences. C'est un environnement qui fait peur, si on n'est pas soi-même un commerçant formalisé. C'est un problème à la fois économique et culturel. Ça ne veut pas dire pour autant que les tontines, c'est les bisounours. Beaucoup de tontines ont fermé. Une fois de temps en temps, l'une des femmes part avec toute la somme, on ne la revoit jamais. Une fois de temps en temps, on ne sait pas, sans mauvaise foi particulière, l'argent a disparu, etc. Il ne faut pas idéaliser ces choses-là. Donc, c'est tout le mouvement de la microfinance qui a pris son essor depuis 30 ans, à essayer de formaliser des systèmes avec des capacités de rentabilité des organisations prêteuses pour une pérennité et avec des systèmes de contrôle pour rendre des services financiers accessibles à des femmes et à des hommes africains près de chez eux, tout en étant viables et en minimisant le genre de dysfonctionnement que je viens d'évoquer. Et pour cela, eh bien, on trouve un formalisme adapté de contrats qui tiennent en une page, qui rappellent les principales clauses, mais qui portent quand même une signature, parce que je crois que chacun se rend compte, en donnant son engagement, qu'il y a un écrit qui vient conforter la parole donnée. En bref. Alors, nous nous dirigeons vers la fin de notre table ronde, donc je vais poser une dernière question, on va faire un tour de table. Et la dernière question, c'est, selon vous, si aujourd'hui il y avait un conseil que vous donneriez, ou en tout cas une idée que vous donneriez à quelqu'un pour oser l'Afrique et sortir par le haut, quel serait ce conseil? Je commence par Didier Akwete. Ah, écoutez, moi je dirais c'est avoir un bon ami à qui vous faites confiance et qui vous donne accès vraiment à l'Afrique. Parce que c'est vraiment ça, c'est se retrouver en toute confiance aujourd'hui pour développer des affaires en Afrique. Et je le dis, on a beau signer des contrats, s'il n'y a pas une confiance, un peu d'amitié entre les gens, c'est très difficile de construire des choses en Afrique. En tout cas, moi, mon expérience, c'est vraiment ça. Je dirais la même chose. Après, moi, j'ai une plus jeune expérience. C'est vraiment, tout est basé sur la confiance et sur la manière dont vous allez aussi présenter les choses pour que les gens s'y intéressent. Aujourd'hui, je pense que grâce au digital, il y a une nouvelle manière de présenter l'Afrique qui est plus dynamique. Donc, je dirais juste de montrer cette Afrique, ce nouveau visage de l'Afrique, et qui devrait encourager les investisseurs ou partenaires étrangers. Sophie Sursock. Je ne vais pas être très originale, mais oui, déjà en tant qu'étrangère, je dirais aller voir sur place. C'est pas si effrayant que ça, finalement. Ensuite, aller saisir une des très nombreuses opportunités qui s'y présentent. Et ensuite, je vais rebondir sur ça, trouver le bon partenaire local, parce que tout seul, vous aurez peut-être un petit peu de mal. Jérémy Agenberg. Je suis d'accord avec tout ce qui a été dit, qui complète ce qui était dit tout à l'heure sur le fait de chercher des partenariats où les deux parties vont gagner, donc d'aligner les intérêts, et sur cette base-là, d'être soi-même extrêmement transparent, pour créer l'envie chez l'autre de l'être également.
Mr. Moderator, I think like Sophie, I want to be like that company. Oui, je veux être comme cette société qui, dont le logo est « Just do it ». Et je dirais l'argent avec les entreprises en Afrique, c'est la vie. Patrice, Patrice, well, it is quite hard because I'm the last one to take the floor. Bon, juste sérieusement, à mon avis, But seriously, three pieces of recommendation. First of all, we see a lot of companies failing because they do not analyze the market enough. Parfois, les entreprises françaises sont parties à l'aventure et sont parties sans analyser correctement leur marché. L'analyse de marché, c'est vraiment, j'allais dire, le b.a.-ba. Deuxièmement, mais ça a déjà été dit au moins à 3 reprises, le bon choix du partenaire, évidemment. Et troisièmement, alors on n'en a pas parlé, mais aller taper à la porte de l'ensemble des bailleurs de fonds, fondations, family business et autres. De l'argent, il y en a. Ce que tous nous disent en termes d'interlocuteurs quand on les interroge, c'est le problème aujourd'hui, c'est de trouver les bons projets. C'est les financeurs qui nous disent ça. Donc très clairement aujourd'hui, voilà les trois petites indications que je donnerai. Mais en tout cas, l'argent n'est pas le problème numéro 1. Nous vous remercions d'avoir suivi cette table ronde, donc où nous avons circulé, en tout cas, essayé de découvrir le maximum d'informations, de données, essayer de comprendre en tout cas l'environnement africain dans sa déclinaison entrepreneuriale. Merci beaucoup.